Bon. Clark, bonjour, merci de nous consacrer un peu de temps sur ce festival à Angoulême. Dilemma, votre nouvel album, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'intrigue? Ce qui me gêne dans la phrase, c'est un petit peu. En fait, c'est 4 philosophes, des grands philosophes de la Grèce antique. Platon, Diogène, Xénophon et Aristote qui, par jeu, décident de prédire 2000 ans d'histoire contemporaine dans ses moindres détails. Et quelque part, un archéologue allemand dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres, dans les années 30, va découvrir tous les comptes rendus de leur réunion et ne saura pas trop quoi en faire, parce qu'il va être tiraillé évidemment entre son amour d'une grande Allemagne, qui est celle des années 30, avec une industrie forte, peu de chômage, etc., et un régime de psychopathes nazis assez dégénéré. Donc voilà, le choix va porter là-dessus en fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le bien résumer. C'est extrêmement difficile à résumer. Oui, en fait. On est bien d'accord. Cédric Babouche. Je sais, c'est apprêté pour un roman. Je compte répondre. De le faire tout à l'heure. Je compte répondre. Pardon. Non, c'est fini, on a répondu. Pensez qu'un groupe d'individus aussi philosophes soit-il puisse influencer l'avenir en façonnant le présent. Est-ce que cette idée n'est pas un peu anxiogène? Anxiogène? Ouais. Bon, au départ, ça Le partait libre arbitre quelque part, parce qu'il va être question pratiquement que de ça sur l'album. à peu près, oui. En fait, non. Je ne suis pas certain. En filigrane. Je ne suis pas certain vraiment de parler de ça. Pour moi, ce bouquin est plus une espèce de constat sur ce que l'humanité charrie comme envie et comme désir, qui est celle, pour une majorité, d'être dirigée par une minorité. Je fais souvent l'analogie qu'une voiture. Tant qu'il n'y a personne au volant, ça ne va jamais avancer. Par contre, le jour où vous mettez quelqu'un au volant, s'il y a une personne au volant, les 4 autres dans la bagnole doivent bien se contenter du chemin que le type au volant aura choisi. Et on est toujours un peu dans cette même situation-là. Il y a un besoin pour les gens d'être guidés par des décideurs, en fait, tout simplement. Et pour moi, le constat qui transparaît dans ce bouquin, c'est vraiment ça. C'est jusqu'où peut-on aller pour qu'une minorité décide du sort du monde pour les autres. Voilà. Alors, ce qui au départ, pour ces 4 philosophes grecs, était un jeu intellectuel, a été dévié par l'un d'entre eux, Xénophon, qui est aussi un militaire. Qui est également un militaire, qui est d'ailleurs le moins philosophe de tous, qui est probablement le plus matérialiste, le plus pragmatique, et qui en plus, face à ses petits camarades, d'ailleurs historiquement ça se vérifie, c'est celui dont le nom est le moins connu aux yeux du public. Il souffre d'un petit complexe d'infériorité et il est systématiquement dénigré aussi par ses camarades qui ne lui reconnaissent qu'à moitié son droit d'être là. Donc ça va être le seul qui va avoir quelque chose à prouver en fait. Et la façon qu'il aura de prouver cette chose-là, c'est justement de rentrer sur un terrain où les autres ne sont absolument pas maîtres, c'est-à-dire sortir de l'analyse intellectuelle et du débat d'idées pour rentrer dans le concret. Les autres sont complètement dépassés par ce genre de démarche. Et là, il est seul maître à bord, réellement. Donc là, il va prouver qu'il est le meilleur. Est-ce que vous avez cherché à coller au plus près de la philosophie, ou est-ce que ce n'a été qu'une base de départ? Je n'ai absolument pas... Là où pour la période contemporaine, entre guillemets, de l'entre-deux-guerres, j'ai eu besoin d'une grosse masse de documentation. Pour le côté Grèce antique, je me suis très vite détaché de ça. Pour plusieurs raisons. C'est qu'on a des aperçus de ces philosophes qui sont historiquement très lointains. Donc on a une vue très parcellaire de ce qu'ils étaient réellement au jour le jour, mais la façon dont ils sont décrits, donc Diogène en cynique invraisemblable, Platon avec qui il était impossible de discuter et qui systématiquement renvoyait des questions à son interlocuteur. Si j'avais fait une conversation à 4 avec ce que l'histoire a retenu de la personnalité de ces gars-là, on n'avait pas de conversation. Il aurait été impossible qu'ils discutent. Donc je me suis dit, ok, je vais mettre tout ça de côté et je vais en faire des gens qui retiraient tout le côté formel de leur discussion. Donc faire presque une réunion entre amis. Et c'est donc pour ça que je les ai mis au bord d'une plage.
pour que ça n'ait pas ce côté aréopage, il y a quand même des étudiants qui les regardent, etc. Mais ça c'était la coutume à l'époque. Mais ils ne sont pas du tout dans un amphithéâtre, ils ne sont pas en train de faire du show-off, comme on dit. Donc ils sont vraiment entre eux. Et ça évitait en fait tout le côté pesant et artificiel qu'aurait pu avoir une conversation suivant les livres d'histoire. Alors, 350 ans avant Jésus-Christ, 1940. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour ne pas vous perdre dans cet arc historique immense en fait? Je me suis fait en fait une espèce d'arbre généalogique de l'humanité, un peu de choses près, je vois pas de meilleure manière de le dire, et qui évidemment se resserrait à la période où on avait besoin, c'est-à-dire à l'entre-deux-guerres, j'avais un truc mois par mois avec tous les événements, donc je travaillais mon scénario avec cette colonne sur le côté, et dès que je sentais qu'un événement était important pour les acteurs, ou parce que les acteurs auraient pu s'intéresser à l'événement, je le joignais. C'est pour ça qu'il y a très peu de dates dans l'album. En fait, j'ai pas voulu faire du tout un espèce de truc jalonné et pédant et historique, c'est pas du tout mon but. Mais j'avais en permanence ce rail, ce chemin de fer à côté. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai fait les morceaux de musique qui sont sur le site. C'est que j'étais tout le temps dans les archives de l'INA qui sont une mine d'informations phénoménales. Et en écoutant ces fichiers, je me suis dit, j'ai envie d'en faire quelque chose. Vraiment, voilà, je me suis bien amusé. D'accord, donc en fait la musique elle a accompagné, enfin la composition de la musique elle a accompagné le travail. Ah, tout à fait, oui, j'ai fait ça en même temps. À tel point d'ailleurs qu'à un moment je m'écoutais les morceaux en dessinant parce que ça me mettait vraiment dans l'ambiance. Il n'y avait rien de mieux pour ça. Vous ne décrivez pas du tout un monde manichéen, c'est pas blanc ou noir au niveau des personnages. Non. Est-ce que c'est une volonté de laisser une nouvelle fois la place au choix quelque part? Oui et non. En fait, ce que je voulais, pour moi, tout le bouquin, c'est l'histoire d'une opposition. C'est l'opposition entre l'idéalisme et le matérialisme. Les deux fins, d'ailleurs, ne sont que ça. Et donc, c'est entre la vie réelle et les grands principes. Et donc, il fallait que tout l'album soit comme ça. Il fallait que trois philosophes soient opposés à quelqu'un de terre à terre, qu'un Goebbels, par exemple, matérialiste, soit opposé à Himmler un peu plus ailleurs. Et donc tous les personnages effectivement ont une dualité en eux. Même donc Rachel, la petite amie l'archéologue, n'est qu'une demi-juive, si on peut dire comme ça. Lui-même, l'archéologue, est coincé entre sa grande Allemagne et le régime nazi, entre ses parents qui sont quasiment antinomiques. On se demande même comment ils ont pu être ensemble à un moment. Enfin, tout est comme ça, systématiquement, parce que c'est une volonté de ma part, ça, justement. Et donc, ça permet d'avoir des personnages qui rebondissent en permanence d'une envie à l'autre, donc qui sont extrêmement complexes au bout d'un moment, surtout quand on a la place pour développer ce type d'histoire. 130 pages, c'est long, donc j'ai vraiment pu prendre un certain confort de narration pour ne pas me presser de devoir vite raconter quelque chose. Je me dis ok, j'ai le temps, là j'installe quelque chose de parfaitement inutile, mais l'histoire va y gagner en fait. Alors pourquoi avoir fait ce choix de deux fins alternatives en fait? C'est parce que pour moi, quand on est confronté à un choix qui nous dépasse, maintenant c'est très personnel, hein, je ne prétends pas avoir de vérité ni quoi que ce soit, mais face à un choix qui nous dépasse, on a une alternative. On réagit avec son propre vécu, avec le cœur, avec ses sentiments, avec ce qu'on est, ou alors on s'élève au niveau du choix et on réagit par principe. Je ne vois que ça comme solution. Et dans la mesure où on a un personnage assez ambigu pendant tout le bouquin, qui en permanence hésite de l'un et l'autre, je trouvais normal à la fin d'amener vraiment deux fins. Et de dire voilà, lui ne serait probablement pas arrivé à choisir, moi non plus. C'est au lecteur de le faire. Et je me retrouve en dédicace avec les gens qui ont acheté deux fois. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que le choix d'un seul individu, la décision d'un seul individu pourrait réellement influencer totalement l'histoire quelque part d'un peuple ou de l'humanité? Pour moi non, définitivement. Et c'est bien d'ailleurs de ça qu'on parle aussi. Quelque part, c'est le grand paradoxe des voyages temporels. Bien sûr, oui, exactement. Je crois qu'on ne peut pas changer. Comme le dit très bien Xénophon, il y a ce désir pour l'humanité d'être commandée, d'être dirigée. Et en fin de compte, c'est vrai, quand on regarde les deux fins, elles se valent. Hein, je veux dire, un régime ou l'autre, il se trouve que l'un des deux est notre régime. Enfin, cette mondialisation qu'on vit aujourd'hui
avec cette économie effarante qui met des dizaines de gens dans la rue, des choses là. Et l'autre, un régime nazi qui somme toute est un peu plus affiché, mais le résultat est à peu près le même. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait... Quel que soit le choix, on peut se demander si Xénophon, quelque part, n'a pas gagné dans les deux cas. Mais moi je lui donne raison, c'est-à-dire qu'en fait lui, qu'est-ce qu'il dit en substance dans le bouquin, c'est une guerre va pousser l'humanité jusqu'au bout. Et il a raison, nous sommes à peu près au bout. Donc peut-être le moment de passer à autre chose. En fait je me rends compte que c'est un bouquin plus optimiste qu'il n'en a l'air. J'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Asimov, la Fondation. La psychohistoire. Yeah. Est-ce que, voilà, quelque part, il y a eu... J'ai lu ça à l'époque, ouais. Maintenant j'y ai pas du tout repensé en faisant ça, mais j'y repensé après. Parce que voilà, le principe de base est... Là on est sur du calcul, on est sur des probabilités avec Asimov. En fait on est sur de la sociologie, tout bêtement, et c'est donc de la sociologie et de la géopolitique. Et la psychohistoire existe, la société d'Asimov n'a pas inventé, il lui a donné un nom, il l'a romancé, mais l'histoire les calculs de probabilité en sociologie, les mouvements de l'histoire elle-même à grande échelle existent et sont étudiés depuis des dizaines, si pas des centaines d'années. Donc ça c'est une réalité. Et c'est un peu ce dont on parle ici, c'est vraiment ça, c'est en fait de la sociologie à très très grande échelle, presque au niveau de l'humanité en tout cas. Est-ce qu'on pourrait dire que Dilemma est un thriller philosophique? Ah ouais, joli. On avait le thriller ésotérique. Oui, exact. Est-ce que vous avez inventé un nouveau genre? Je ne sais pas si j'ai inventé un nouveau genre, ça j'irai peut-être pas jusque là, mais j'aime bien la définition. Écoutez, je vous propose un truc, on va dire que c'est un nouveau genre tant qu'on n'en a pas trouvé un autre. Donc pour l'instant, oui, j'aime bien. Merci beaucoup, Clara. C'est moi qui vous remercie. Merci.